pour retrouver des identités cachées. Alors moi j'ai essayé de comprendre ça, et pour ça je me suis placé un peu dans la filiation d'un anthropologue américain qui s'appelle Keith Basso, qui était une sorte de cow-boy en vol avec son chien, et qui a mené un travail auprès des Apaches occidentaux, donc dans le sud-ouest des États-Unis. Et ces travaux, ils ont prouvé en fait que dans le système de représentation et dans la vie quotidienne de ce peuple autochtone aujourd'hui aux États-Unis, les noms de lieux en fait étaient utilisés pour en fait enregistrer la mémoire des ancêtres, et que quand on supprimait des noms de lieux, par exemple dans le cadre de travaux administratifs ou cartographiques comme ceux qui ont été menés par les États-Unis entre le XVIIe et le XIXe siècle, et ben on a supprimé des mémoires locales, on a privé les gens d'une partie de leur passé, de leur identité et de leur capacité à se situer, même spirituellement en fait, dans des lieux donnés. D'autres géographes ou anthropologues, comme Yi Futuan, qui est américain d'origine chinoise, se sont appuyés sur les traditions scientifiques de différentes régions pour dire qu'un nouveau nom, il a cette capacité à mettre en scène le passé et mettre en scène le présent, en fait à faire venir le nouveau, c'est sa formulation. Et donc pour lui c'est très important en fait d'essayer de conserver les noms de lieux, mais tout en reconnaissant qu'ils changent. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les noms de lieux c'est pas une géologie. On ne peut pas dire qu'il y a des strates, enfin on peut le dire, c'est une métaphore facile, à mon avis ça serait intéressant d'essayer de sortir de ce modèle-là, qui est un peu trop strictement patrimonial. Peut-être qu'il y a un moyen d'avoir un modèle sur les noms de lieux qui soit patrimonial dans un sens plus dynamique, mais qui se prive de l'idée que les noms de lieux seraient comme une succession de couches de roches. Au début du XXe siècle, les spécialistes ils ont cette idée que dans un monde qui change, les montagnes et les Alpes changent énormément entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Dans ce monde qui change sur le plan humain, sociologique, économique et même du point de vue du paysage, on va pouvoir aller regarder les noms de lieux parce qu'ils sont des conservatoires en fait, de modes de vie anciens. Donc c'est le cas avec Daniel Moural, c'est en partie le cas encore avec Jules Gay. Et Jules Gay, quand il est à Evolène, il a conscience en fait dans les années 1920-1930 que c'est un nom qui change. Et donc pour lui, les noms de lieux sont des vocables conservateurs et archaïques. Il ne le dit pas dans un sens négatif du tout, hein. Mais ce qui est important pour lui, c'est qu'on retienne ça avant que les gens qui ont des connaissances disparaissent. Et donc pendant un grand nombre d'étés, il parcourt le Val d'Airain et il essaye, en discutant avec les personnes qu'il rencontre, notamment les personnes qui sont encore quasiment toutes patoisantes, il essaye de retenir un maximum de formes et de comprendre quel rôle elles jouent dans le mode de vie montagnard des Volaines. Alors un exemple, on discutait tout à l'heure avec Céline, et Céline, tu m'as beaucoup surpris en voyant ce nom de lieu. C'est le nom qui est marqué ici, que vous allez retrouver sur la carte. Donc glacier de Sijuornu, ou Sijuornu, je ne sais pas comment tu le prononcerais Céline. Alors c'est un nom qu'on peut rapprocher d'un autre nom francisé, c'est le nom de Chésières, qu'on trouve souvent sur les cartes. La Chésière, c'est une fromagerie. Donc ce nom-là, ça veut dire la fromagerie nouvelle. Et quelle idée de nommer un glacier la fromagerie nouvelle. En fait, c'est pas le glacier qui a porté ce nom-là en premier. C'est d'abord le nom d'un hameau, donc qui sur cette carte n'est plus présente. Ça c'est la carte de Suisse Topo la plus récente. Le hameau, en fait, il est situé par ici aujourd'hui. Et en fait, ça illustre un phénomène récurrent. On a nommé entre le 19e et 20e siècle les points situés en haute montagne qui n'avaient pas de nom connu, ou alors qu'on appelait avec des noms génériques. Par exemple, on appelait souvent un endroit le Grand Glacier ou l'Estive. Quand on a eu besoin de leur donner des noms plus spécifiques, on a utilisé des noms qui étaient à proximité et qu'on a déplacés. Donc par exemple, ce petit hameau qui désignait à l'origine un lieu où on faisait le fromage, le sérac pendant les alpages, on a utilisé ce nom qui désignait une fonction dans l'espace
faire du fromage, qui ensuite a désigné une petite maison et un petit hameau, on a désigné ensuite le glacier. Ensuite, on a désigné d'autres lieux d'après ce même nom. Par exemple, si je ne me trompe pas, il y a une piste de ski qui s'appelle toujours comme ça. Ça illustre bien que les noms, ils se déplacent et ils changent dans l'espace en variant, mais leur sens, finalement, parfois peut être un peu perdu. C'est pour ça que plusieurs personnes, à la fois des cartographes qui étaient extérieurs et non patoisants, mais aussi des patoisans qui ne sont pas forcément en prise directe au quotidien avec ce lieu-là, ne réalisent pas forcément qu'il y a un sens précis dans ce nom-là et une histoire de l'habitat et du mode de vie qui reste dans ce nom-là. Alors, comme je pense que ça se voit depuis tout à l'heure, je suis donc obsessionnel des cartes et des archives, c'est comme ça que je travaille en général, et j'essaye de le confronter aux rencontres que je peux faire et aux échanges que je peux avoir avec les gens que je rencontre. Ça m'a permis en fait, en négociant mon rapport au terrain, de trouver des archives qui étaient situées non pas dans la vallée mais à Sion, donc aux archives cantonales, de faire des copies de ces archives et de les présenter aux gens avec qui je discutais à Evolène, parce que parfois ces archives, en fait, n'étant plus dans la commune, n'étaient pas connues par une grande partie des habitants. Et on a pu discuter de ces archives, dialoguer ensemble sur ces noms de lieux en s'appuyant notamment sur ces petites fiches. En fait, il y a 3 très grands fichiers de noms de lieux qui sont conservés aux archives cantonales à Sion, qui concernent la commune d'Evolène, qui sont issus en fait des commissions de nomenclature cantonale. Alors je passe sur les documents publiés, même si c'est toujours intéressant. Ces fichiers en fait, de noms de lieux, ils ont été utilisés par les agences cartographiques pour essayer à différents moments de rendre compte des noms de lieux tels qu'ils sont utilisés dans la vallée d'une façon précise. Et c'est assez spectaculaire parce que si on regarde l'évolution des cartes du Val d'Airain, ne serait-ce que depuis 20 ans, on voit des grands changements. Là, c'est la même agence cartographique qui fait la carte qu'on a à gauche et la carte qu'on a à droite. Donc Suisse Topo en 2003 publie cette carte au 25 millième dont j'ai pris cet extrait. Donc par exemple, on a une forêt des planches. Donc c'est un nom qui est totalement français, à la fois la partie générique, une forêt, et la partie spécifique planche, et qui ne correspond pas à l'usage tel qu'il m'a été rapporté par les habitants de la commune. Entre-temps, la carte a changé, ce qui fait que la carte actuelle, qui a été publiée pour la première fois en 2018, nous donne le nom de Vaux des Florence. Pourquoi? Parce que il s'est passé quelque chose de très intéressant. Une partie des habitants d'Evolène et des patoisans aussi d'autres vallées ont créé un petit groupe de travail, une petite commission, qui s'est penchée sur tous les noms de lieux qu'il y avait sur la carte et qui leur semblaient incorrects, incohérents ou ne pas traduire en fait leur usage à la fois en patois et en français des noms de lieux dans la vallée. Et cette commission a fourni un rapport et fourni une liste de noms finalement au géomètre cantonal, donc au cartographe responsable à l'échelle cantonale, et à Suisse Topo, l'échelon fédéral. Et c'est comme ça que la carte a pu être modifiée. Donc ça traduit en Suisse un rapport au nom de lieu qui joue à plusieurs échelles et qui peut être facilement ancré dans les territoires. Malheureusement, même s'il y a une commission nationale de toponymie en France, vous ne verrez jamais ça arriver du jour au lendemain. En fait. C'est beaucoup plus compliqué en France pour faire reconnaître, notamment dans le Dauphiné et dans les Savoies, l'existence de noms locaux ancrés dans le franco-provençal. Donc c'est pour ça que si vous regardez les cartes topographiques qui sont utilisées notamment par les randonneurs dans le massif du Mont Blanc, il y a un certain nombre d'aberrations ou de choses un petit peu bizarres que les habitants du coin, dans lesquelles les habitants du coin ne se reconnaissent pas. On va changer le gouvernement, ça va aller. Ouais. À Evolène, j'ai pu m'appuyer, donc non plus à Sion, mais dans la commune, sur l'aide du service du cadastre. Donc il y a ces grands casiers avec des cartes donc, qui sont dans
dans Evolène, dans le village. Et parmi ces documents, ces cartes, il y avait des cartes de pâturage, encore une fois, qui m'ont permis de comprendre mieux en fait, le niveau de détail qui pouvait exister dans la dénomination des pâturages. Je vais passer un peu plus vite, vous parler rapidement de quelque chose qui va vous intéresser aussi parce que ça concerne des personnes qui ont travaillé sur le Val d'Aoste. Les commissions de nomenclature du canton du Valais, elles ont impliqué des gens qui étaient des géomètres, donc des techniciens, des spécialistes de cartographie, mais aussi des experts en linguistique, et notamment donc, Léon Millière et Ernest Schule. Ernest Schule a été co-responsable de cette commission de nom de lieu, de cette commission de nomenclature, et il a fait un travail qui l'a conduit à émettre des recommandations à la fois pour les autorités qui faisaient les cartes et pour les communes qui le sollicitaient. Le problème, c'est que parfois, ça a donné lieu à des incompréhensions, voire à des disputes et des polémiques, parce que les réformes de nom-de-lieu n'étaient pas forcément comprises par la population, pas forcément appréciées, parce qu'elles étaient faites d'en haut vers le bas, sans qu'il y ait un processus participatif en fait, de réforme de ces noms-de-lieux. Donc il y a une controverse qui est connue en particulier, c'est la controverse de la Forcle, qui ne concerne pas la Forcle d'Evolène, ça concerne l'autre Forcle du Trian. En gros, donc, vous êtes, à mon avis, au fait du fait que le Z final en franco-provençal ne doit pas être prononcé comme une consonne. C'est une marque d'accentuation très ancienne qui a son histoire. Et face à cette graphie-là, une suggestion qui a été faite dans les années 1950 une première fois était d'avoir une suppression du Z, et tant qu'à faire, puisque le A final n'était pas accentué, qu'on pouvait supprimer le A final et mettre un E muet à la place. Ça pouvait avoir un certain sens si c'était bien expliqué, voilà, c'était un compromis parmi d'autres. Mais comme ça a été imposé par le haut, il y a eu un mouvement de résistance en fait, qui s'est mis en place à l'initiative d'un aubergiste de la Forcle. Et les journaux valaisans s'en sont saisis. Et donc c'est pour ça qu'on a eu en fait une grande controverse qui a permis d'avoir plusieurs dossiers thématiques sur la toponymie. Donc on parlait du langage de la montagne. Alors il y avait des articles très véhéments comme celui-ci à droite qui parlait même d'un prisme de lèse-langage à propos de ce genre de choses. Alors, comme la commune d'Evolène a aussi un lieu-dit, la Forcle, elle a été, elle aussi, confrontée à cette controverse-là, et on a eu tout un tas d'échanges, bon, je vous épargne les détails, mais entre différentes autorités, les autorités cartographiques, les autorités postales, et la commune d'Evolène qui a rendu en fait son propre avis, qui était censé être celui de ses habitants, qui était de ne pas perdre le A et le Z finaux. Je vais m'arrêter là sur les archives, je vous montre rapidement, parce que Céline me l'a demandé, les plans cadastraux qui traduisent en fait cette richesse et cette densité des noms de lieux à Evolène. Moi, je pourrais bien sûr vous les partager plus tard. On a certains secteurs, notamment les secteurs d'alpage, qui sont très très précis parce que il y avait parfois des disputes foncières comme partout. On ne savait pas jusqu'où allait la montagne d'un tel et la montagne d'un tel. Donc il y avait parfois des procès qui incluaient un travail cartographique. Là, c'est le cas sur la carte que je présente à droite. Alors maintenant, je vais parler un petit peu plus en détail de l'enquête ethnographique elle-même. Quel est le travail d'enquête que j'ai fait et quels en sont ses résultats. Alors, j'ai fait des entretiens, comme tout le monde, je pratique l'entretien, souvent enregistré, moi, pour arriver à essayer de mieux me souvenir de la prononciation des noms de lieux que je pouvais entendre, parce que c'est une commune que je ne connais pas et parce que je ne suis pas locuteur du patois d'Evolène. J'ai aussi fait des parcours commentés. Certaines personnes ont accepté de marcher avec moi et en marchant, de se remémorer des noms de lieux. Parfois, quand on avait juste la carte sous les yeux, ça ne marchait pas, mais le fait d'être dans l'espace lui-même, voire d'aller voir les gens au travail, eh ben, une fois qu'ils sont confrontés au lieu où ils travaillent, au lieu eux-mêmes où
où ces noms sont mobilisés, ils étaient plus en mesure de me donner ces noms-là. Donc j'ai eu quelques dizaines d'enquêtés avec des profils assez divers. Bien sûr, il y avait des biais, il y avait des limites à mon travail. Donc en l'occurrence, le fait que j'étais extérieur, que j'étais pas habitant, que je suis venu une dizaine de fois sur des séjours relativement courts, le fait que tous nos entretiens se passent en langue française, sauf un en allemand, et le fait que je sois obsédé par les cartes et donc que je vienne souvent avec des cartes parce que pour moi c'était le meilleur moyen en fait d'induire une rencontre et aussi d'avoir une forme d'échange. Donc il y a ces biais-là, mais les résultats, bon ça je passe, ils sont les suivants. Donc l'attachement au non-lieu est très fort. À chaque fois j'avais beaucoup de ressentis d'émotions qui étaient mentionnés spontanément par les enquêtés. La prononciation et la musicalité de la langue sont importants. Je m'en suis bien rendu compte par mes propres limites linguistiques. Quand il y a un mot que je connaissais bien à l'écrit, mais que mon accentuation était incorrecte, les gens me disaient « Ah, je ne connais pas ». Alors ensuite, je me répétais une fois de fois « Ah oui !» voilà. Donc ça, cette musicalité, cette prononciation, elle a souvent été mise en valeur de façon très consciente par les enquêtés comme étant fondamentale. Et au contraire, à l'inverse de la controverse dont je vous ai parlé rapidement, la plupart des personnes m'ont confié que la graphie avait peu d'importance. Que les personnes étaient tout à fait conscientes qu'il y avait plusieurs graphies qui, dans la commune elle-même, sur les panneaux, comme les panneaux du torrent qu'il y avait tout à l'heure, sur les panneaux de randonnée ou sur la carte, il y avait différentes graphies. Pour l'immense majorité des gens, ça n'a pas d'importance, selon elle. Par contre, quand il y a des réformes qui viennent de l'administration, c'est mal vu. Donc la graphie n'est pas importante, mais le mode de construction de cette graphie et le mode de diffusion d'une graphie dans la communauté est vu comme quelque chose d'important. A l'inverse, quand il y a des graphies qui ont été identifiées comme venant des évolénards, là ça a été vu comme quelque chose de positif. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément la forme elle-même qui est fondamentale, mais c'est le processus qui mène à l'établissement d'une forme commune, qui fait du lien entre les gens, qui m'a été présenté comme étant important. Et donc un dernier point, d'après les résultats que j'ai eus, que je suis encore en train de traiter sur la base de mes entretiens et parcours commentés, les noms de lieux fonctionnent un peu comme des mots de passe. Ils prolongent et situent une identité personnelle et collective. Et le fait de connaître certains noms de lieux était très intéressant parce qu'au fur et à mesure que j'ai appris à connaître des noms de lieux qui n'étaient pas officiels mais qui m'étaient donnés par les gens et que je les mentionnais dans les conversations, on m'en donnait d'autres, on me racontait des histoires, des anecdotes, et on voit souvent ressortir la question du récit qui explique le nom de lieu. On dit qui exprime la motivation d'un nom de lieu. Ces récits-là, j'en ai récolté beaucoup, c'était assez fascinant, avec parfois des motivations, donc des explications du sens et de l'origine du nom de lieu qui étaient contradictoires entre différents habitants, y compris différents locuteurs qui étaient issus de la même famille. Mais cette richesse narrative-là, moi, ça m'a semblé fondamental et c'est quelque chose que j'aimerais continuer à explorer. Alors maintenant, il y a différentes questions qui restent pour moi pour finir ce projet, puisque j'ai à peu près terminé ma collecte elle-même, mais j'aimerais bien continuer à publier des choses et voir si ça peut s'inscrire dans des projets qui effectivement se concrétisent dans la commune. Ouais, c'est la route du Légeret, c'était un petit clin d'œil. Chez moi par contre. Ces noms de lieux, ils donnent lieu à des pratiques tout à fait concrètes aujourd'hui. Avoir des nouveaux panneaux de randonnée, avoir des plaques sur les maisons pour promouvoir la culture du bâti ou le patrimoine bâti. Et qu'est-ce qu'on peut faire après? Alors avec différentes personnes dans la commune, il y a l'idée qui est à la mode, puis on l'entend souvent aujourd'hui, que peut-être qu'on pourrait faire un atlas sonore. Un atlas sonore à l'échelle d'une commune ou à l'échelle du Val d'Airain, ça serait un beau projet. Il y a plusieurs possibilités techniques. Ça demande des moyens un petit peu particuliers pour d'abord continuer l'enregistrement de ces noms de lieux. En fait, la façon dont j'ai fonctionné, c'est que je suis allé jusque-là enregistrer, un peu comme vous l'avez fait, différentes personnes, donc dans un contexte le plus silencieux possible, avoir des personnes qui ont une prononciation la plus nette, la plus claire possible, pour avoir pour chaque nom de lieu un échantillon sonore de quelques secondes que je puisse ensuite coder sur une carte numérique pour qu'on puisse avoir une carte numérique où quand on clique dessus,
au lieu d'avoir une graphie qui va forcément être un compromis toujours imparfait, on est le son lui-même. Ça ne veut pas dire que ça inclut forcément des biais aussi, puisque chaque locuteur ou locutrice va avoir sa façon de prononcer, et qui serais-je pour dire « Ah bah ça c'est la bonne façon de prononcer, ça c'est pas la bonne façon de prononcer ». Il y a pas de... Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une bonne façon, une façon plus pure de prononcer un toponyme. L'expérience en tout cas de ce projet m'a montré que même parmi des locuteurs natifs qui connaissaient ces lieux-là, il pouvait y avoir une variation assez importante dans la prononciation. Mais, en tout cas, c'est un projet qui pourrait être fait. Comme Evolène est très féru de sentiers de tout type, des sentiers du patrimoine, sentiers pastoraux, peut-être qu'on pourrait avoir un sentier toponymique. Ou sinon, on pourrait avoir un travail avec des QR codes sur des poteaux un peu discrets pour que quand les touristes se promènent et qu'ils ne savent pas comment s'appellent les noms de lieux et que le panneau n'est pas d'un secours suffisant pour eux, qu'ils puissent scanner un QR code pour entendre le nom de lieu. C'est juste des idées parmi d'autres, mais c'est un peu ça la conclusion pour moi de ce projet. Je ne sais pas encore si ça se prolongera ou pas, mais voilà. J'en suis à peu près là aujourd'hui à discuter de, voilà, comme on l'a fait un peu aujourd'hui avant, de cartographie, de techniques pour collecter, conserver et ensuite mettre en diffusion tout ce type de données. Voilà, merci beaucoup.